of a ranger. The unsuspecting stranger. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc vous avez le titre de la conférence et le point important c'est le côté infrastructure de l'Internet global pour ces fibres optiques. Et donc ce soir je vais plutôt vous parler des fibres optiques qui sont relativement loin de chez vous, mais qui sont très complémentaires de celles que vous avez ou que vous aurez très bientôt chez vous. Donc l'Internet, vous allez voir, est mondial et pour communiquer avec tous les sites que vous pouvez consulter, c'est une toile très très complexe et très complète. Tout d'abord, comme l'a dit Jacques, je voulais souligner que 2015, sous le haut patronage de l'UNESCO, a été déclaré année de la lumière. Et ce soir, j'insisterai particulièrement sur les aspects communication et économie, impact de la lumière dans ces deux domaines. Et une première définition, en fait, on parle de télécom optique, mais il faut définir la photonique, qui est en fait une science et des technologies associées de la génération, du contrôle et de la détection des particules de lumière, du photon. Et en fait, c'est la base des télécoms optiques du point de vue scientifique. Donc, ceci étant dit, je crois que vous avez une feuille qui a été distribuée peut-être, que j'appelle la boîte à outils. On pourrait appeler ça aussi un pense-bête. De temps en temps, si vous êtes perdu dans ce que je dis, sur les puissances de 10, sur les décibels, sur pas mal de choses, j'ai essayé de regrouper dans ce papier des données sur toutes les puissances de 10, parce que aussi bien, j'allais dire, vers le haut que vers le bas, depuis 15-20 ans, comme l'a dit Jacques, on a vraiment fait beaucoup de choses. Du point de vue de la lumière, en fait, ce soir, on va travailler dans le spectre infrarouge, proche infrarouge. En fait, vous avez un peu le tableau de tout le spectre électromagnétique, et donc le visible, c'est entre 380 nanomètres et 700 nanomètres, et en fait, ce soir, on va se situer juste au-dessus. On va commencer vers 800 nanomètres, et on terminera vers 1550 nanomètres. Donc, juste au-dessus du visible. Donc, malheureusement, on ne voit pas la lumière dans les fibres optiques. C'est dans l'infrarouge. D'autre part, bon, des petits rappels sur les décibels, mais du point de vue un peu mathématique, j'essaierai, à chaque fois que j'en parle, de vous donner des analogies plus faciles. D'autre part, comme on va parler énormément de quantité de données, de débit d'information, aussi un petit rappel sur des choses, j'allais dire, de la vie de tous les jours au cours de ces 20 dernières années, et de l'évolution de ces quantités de données, en partant des grands disques 8 pouces d'IBM jusqu'aux clés USB d'aujourd'hui. Et aussi, j'ai donné la quantité de stockage numérique équivalente d'un cerveau humain. Et ce qui est bien, c'est qu'on est quand même deuxième. Donc, c'est quand même rassurant. Il y a encore beaucoup de choses à faire du point de vue de l'ingénierie pour arriver à ce qu'on nous a donné. Du point de vue des débits d'information, on va partir du téléphone après l'instauration du numérique en France, donc une communication téléphonique à 64 kilobits. Et pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, le maximum que l'on sait transmettre sur une fibre optique, c'est 64 terabits, c'est-à-dire l'équivalent d'1 milliard de communications téléphoniques simultanées. Et la raison, c'est parce que malheureusement, on utilise de moins en moins le téléphone uniquement, et de plus en plus des smartphones, et de plus en plus des accès Internet au débit, ce qui fait que 64 terabits, c'est peut-être 1 milliard de communications téléphoniques, mais il y a tellement d'accès à 10 mégabits et même plus bientôt, qu'on est forcé d'avoir des tuyaux reliant les villes, les continents, ayant de plus en plus de capacité. Alors dans ma présentation, j'ai des petites choses audio pour dater un peu les choses. Ceux qui se souviennent de ça, c'était à l'époque où les données étaient portées par le réseau téléphonique. Et bientôt, et même déjà, c'est l'inverse. C'est le pouvoir qui est devenu un service des réseaux de données. Donc c'est quand même une évolution, mais je dirais que
si je fais écouter ça à mes fils, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Un peu, si ça montre la vitesse à laquelle les choses évoluent. Bien, après cette introduction, la soirée, c'est en fait, je dirais, un conte technologique qui s'est passé entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui. Et c'est l'histoire d'un trio, et je dirais l'Internet est la fille de l'électronique numérique et des télécommunications optiques. Et en fait, c'est le conte que je me propose de vous raconter. Et malheureusement, il y aura plus d'ingénieurs et photos d'ingénieurs que de princesses et autres. Donc, j'espère que je ne vais pas vous endormir. Avant de passer, je dirais, à l'histoire de cette technologie, je vais faire quelques allusions, quelques diapositives sur la préhistoire de tout cela. Ensuite, un peu d'histoire pour chaque technologie et avec quelques faits marquants. Ensuite, un petit peu de détails sur je dirais, la physique et la technologie reliées aux télécommunications optiques et tout d'abord aux fibres optiques. Et ensuite, l'état de l'art au niveau de ces réseaux, non pas au niveau locaux, nationaux, mais vraiment internationaux, pour vous donner une idée des ordres de grandeur et de ce qui est déployé aujourd'hui, qui est déjà très impressionnant. Et enfin, dernière partie qui est tout cela, pourquoi faire? Pourquoi ces capacités, comment sont-elles utilisées? Et après, on pourra discuter sur le futur éventuellement. Alors, comme on parle d'ingénieur, je commence pas par le télécom optique, mais par une photo que vous devez reconnaître. Donc c'est Apollo 13, donc avril 70. Et encore une fois, je dirais, un son qui moi m'a marqué. Houston, we have a problem. Et donc, déjà, le fait que les astronautes soient aussi calmes, parce qu'ils me disent, ils ont entendu une explosion gigantesque vu ce qui était arrivé à l'extérieur, c'était vraiment impressionnant. Pour cela, et aussi les ingénieurs. Les ingénieurs ont l'air assez perplexes. Et comment vont-ils s'en sortir? Parce qu'ils ont très peu de jours. Et en fait, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Une chose qu'on va voir qui est typique des ingénieurs depuis très très longtemps et qui est encore vrai aujourd'hui, et quelque chose qui a changé, à mon avis, à cette époque-là, c'est qu'ils avaient à leur disposition des ordinateurs. Et ils commençaient à avoir des moyens de calcul rapides, et Apollo 13 ne serait jamais revenu si, en parallèle au programme de la NASA, il y avait eu ces développements. Donc ça, c'est à mon avis, de 70, un gros changement pour les ingénieurs et pour les aspects technologiques. L'autre aspect commun aux ingénieurs, c'est le côté système D et sparadrap. En anglais, on dit c'est du duct tape. Il a fallu heureusement qu'ils avaient du duct tape et du sparadrap à bord, parce que sinon, ils ne s'en seraient pas sortis. Donc, le système D pour l'ingénieur a toujours été important et le sera toujours. Donc, après cette introduction et sur l'importance de l'informatique, de l'électronique numérique, je vais revenir à la préhistoire des télécoms optiques. Alors, première chose, la Révolution française, 1790, l'invention par Claude Chat du premier système optique de télécommunication longue distance. Et en fait, à cette époque-là, du fait des besoins, je dirais, de Napoléon pour diverses raisons, notamment pour surveiller les Anglais, développement d'un réseau national de télégraphe-chat qui ressemble, entre guillemets, comme deux gouttes d'eau à un réseau longue distance téléphonique, on va dire. Et à cette époque-là, déjà, ils étaient capables de transmettre un signal de Paris à Brest, enfin un signal, une communication en 20 minutes. Et ça, à comparer aux 3 jours de cheval autrement. Donc, c'est le premier système optique de communication en longue distance. Deuxième fait, je dirais, un peu préhistorique, c'est le guidage de la lumière. Donc, 1842, un scientifique suisse, Daniel Colladon, invente, développe, commercialise des fontaines lumineuses. Et il en déploie à Genève, à Londres et à Paris pour l'exposition universelle. Donc c'est important. Le deuxième fait qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, à Paris, il y a un scientifique qui s'appelle Dabinet,
qui est plus connu d'ailleurs pour des prismes que pour sa réflexion, en disant on pourrait faire la même chose avec du verre. Et en fait, il en parle à Arago, qui est le président de l'Académie des sciences à cette époque-là, et ça n'a pas vraiment été plus loin, ou disons, ça a mis pas mal de temps, mais l'idée a fait son chemin. L'autre aspect préhistorique par rapport à tout ce que je vais vous raconter, c'est le premier câble télégraphique transatlantique, et qui a été déployé en 1858 à l'initiative d'un entrepreneur, Cyrus Field, qui avait créé une compagnie, qui a travaillé pendant 4 ans pour déployer un câble qui a marché 3-4 semaines. Et la première communication télégraphique était entre la reine Victoria et le président américain James Buchanan, qui venait d'être élu, et c'était un message de félicitations de la reine Victoria. Alors, évidemment, le côté publicitaire, c'était de dire maintenant un télégramme met que quelques minutes pour traverser l'Atlantique, alors qu'en il prenait 10 jours. Ce que la petite histoire ne dit pas, c'est qu'en fait, ça n'a mis pas tout à fait quelques minutes, ils ont mis 16 heures, plus de 16 heures pour le faire passer le télégramme. Et ça n'a pas marché très très longtemps. Malgré tout, c'était, je dirais, une semence dans l'idée de beaucoup de gens. Et je dirais, vers 1900, il y avait un réseau télégraphique sous-marin mondial de grande qualité qui était l'équivalent de ce que l'on a aujourd'hui avec les câbles à fibre optique. Donc, après la préhistoire, on va commencer l'histoire. Et on va d'abord commencer par l'électronique numérique et les machines dérivées. Et en fait, même si on va parler de télécommunications optiques, je pense qu'il est très important de relier les deux, parce qu'on verra que pour l'Internet, c'est ces deux forces qui rendent possible tout ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, tout le matériel, enfin, tous mes diapositives sont disponibles, donc je ne vais pas parler de tout, mais voilà les faits marquants, à mon avis, dans l'électronique numérique. Donc, premièrement, et je vais revenir là-dessus, l'invention du transistor, donc juste après-guerre. Ensuite, l'invention des circuits intégrés, donc la combinaison sur un même matériau d'un certain nombre de transistors, et puis après, l'explosion qu'on connaît, avec de plus en plus de transistors sur le même substrat, sur le même matériau. Donc, tout d'abord, le transistor. Donc, ça a été inventé juste après-guerre en 1947 par 3 scientifiques américains au Bell Laboratories, donc Brattain, Bardeen et Shockley, juste Noël 47, et l'année suivante, en 48, en fait, ils ont fait une deuxième invention. La première invention, c'était le transistor à contact. Donc c'était, et ça c'est une véritable photo d'une reproduction de l'original. Le trombone est d'origine, et donc il n'y a pas que ce par-là, le trombone est aussi utile à l'ingénieur. Et c'était le principe du contact. Après, ils ont inventé l'année suivante le transistor à jonction, donc à base de matériaux de différentes compositions pour créer cette jonction, ce transistor. Et là, c'est vraiment l'invention qui va donner tout ce qu'on connaît pour tous les circuits électroniques et autres. Donc, à peu près 10 ans plus tard, invention simultanée du circuit intégré, donc la combinaison d'un certain nombre de ces éléments sur le même matériau, par 2 personnes, Kilby au Texas, qui était chez Texas Instruments, qui était une petite société qui démarrait, et Robert Noyce, qui en fait travaillait dans le laboratoire de recherche d'un des inventeurs du transistor. Et ils l'inventent indépendamment, toujours pas très beau ce qu'ils font. La photo en haut à droite, c'est bien, mais c'est pas très photogénique. Et donc vous avez Kilby entouré de ses collaborateurs, et ensuite, je dirais, vers les années 95-2000, il a été retenu, il a eu le prix Nobel pour cela, et ça a été après l'explosion. Et l'explosion, vous connaissez sans doute l'expression de la loi de Moore, qui décrit la progression de cette électronique. Et donc, je vais vous en parler, et en fait, je ne sais pas si c'est connu, mais Moore s'y a pris un petit peu à 2 fois. Il a énoncé sa loi en 65, puis en 75. Donc, on parle de loi, mais ça n'a rien de physique, c'est juste une observation et une prédiction. Et il avait observé que, pratiquement dans les 10 premières années après l'invention du circuit intégré, le nombre de transistors qui étaient mis ensemble sur une même unité de surface
doublait chaque année. Et donc il a dit, mais ça va continuer. C'est sa prédiction, c'est ce qu'on a appelé la loi de Moore. Et 10 ans après, donc en 75, il a dit, ça sera plutôt une pente divisée par deux, on va doubler tous les 2 ans. Ce qui est impressionnant, c'est que donc, la deuxième prédiction était en 1975, et la ligne pointillée, c'était sa loi, sa prédiction, et là, les points, c'est toutes les réalisations de tous les microprocesseurs les plus performants, etc. Donc, même si c'est appris à 2 fois, c'est quand même valable sur 45 ans, donc c'est quand même très, très, très impressionnant. Et Gordon Moore, en fait, a été aussi un des cofondateurs de Intel, donc la société californienne, qui est aujourd'hui très, très connu, qui a toujours été très connu pour l'intégration et la réalisation de microprocesseurs. C'est cette société, en fait, qui l'a inventé. Donc ça date de 1970 à peu près. En 1969, une compagnie japonaise lance un appel d'offres pour réaliser des circuits, on va dire un peu élémentaires. Il demande une vingtaine de composants de circuits pour être utilisés dans des machines d'automatisme pour de l'impression, pour l'imprimerie. Et le résultat, c'est que Intel dit on n'a pas besoin de 20, vous en avez besoin de 3, dont un est le premier microprocesseur, le 4004. Ils remportent le marché, ils négocient avec leurs clients pour garder tous les droits sur ce qu'ils viennent d'inventer, et après on connaît l'explosion de cette société. Et le transparent suivant, en fait, vous donne le tableau avec quelques caractéristiques de tout ce qu'a fait Intel depuis cette époque-là, avec les années, les fréquences d'horloge, donc en quelque sorte le nombre de cycles que peuvent effectuer ces machines par seconde, et ensuite le nombre de transistors et la technologie de fabrication, c'est-à-dire un peu la qualité de la gravure, l'épaisseur des traits. Parce que pour pouvoir en mettre plus, il faut avoir une précision et des traits de plus en plus fins. Donc vous voyez, en termes d'horloge, on est parti à 100 000 cycles par seconde pour arriver à 3 milliards de cycles par seconde, à peu près aujourd'hui. Évidemment, le nombre de transistors a suivi la loi de Moore, donc on est parti de 2000 transistors pour arriver à 2 milliards de transistors aujourd'hui. Et en technologie de fabrication, alors là, on ne sait pas où ça va aller, parce que du point de vue de la physique, on va commencer à avoir de sérieux problèmes, mais on est parti de gravures qui faisaient 10 micromètres, donc 10 millionièmes de mètre, et on est arrivé à 22 nanomètres, donc 22 milliardièmes de mètre, et en fait, aujourd'hui, les développements des grands circuits intégrés, des grands ASIC, c'est l'année prochaine, sortiront à 9 nanomètres. Donc on est arrivé à des chiffres qui vraiment posent des questions au niveau de la physique. Et vous avez alors les photos, et vous voyez qu'en fait, ça ne grandit pas, c'est toujours le même substrat, c'est toujours les mêmes technologies, les mêmes machines un peu plus sophistiquées. Bien, donc on a vu dans l'électronique numérique le transistor, les circuits intégrés, l'évolution vers des composants du style microprocesseur de plus en plus sophistiqués, et ça a conduit à l'ordinateur personnel. En parallèle, il y a les gros ordinateurs, mais bon, je suis légèrement fanat d'Apple, donc en 1977, l'introduction de l'Apple II. Et là, je réalise pas au plaisir de vous montrer des photos. D'une part, le garage des parents adoptifs de Steve Jobs, dans lequel Steve Wozniak et Steve Jobs ont commencé. Et je ne suis pas sûr que vous auriez investi en voyant ces gars-là. Et pourtant, l'action, donc ils ont créé ça en 1977, l'entrée en bourse c'était en 1980. Déjà une entrée en bourse très très bonne, puisque c'était la meilleure entrée en bourse depuis Ford. Et malgré ça, il y a eu un facteur multiplicatif de 350 depuis ce temps-là. Et je trouve que c'est assez remarquable qu'une entreprise qui a la technologie, qui est aujourd'hui la plus grande capitalisation boursière, devant des compagnies de pétrole, comme Exxon. Donc Apple a, à mon avis, réussi quelque chose d'assez incroyable au niveau technologique, parce que
c'est généralement pas des entreprises de high-tech qui sont les premières de capitalisation. Maintenant, donc on a vu, on est à l'informatique, on va dire. Du point de vue télécommunications optiques, même approche avec des zooms. Avant de commencer, en 1956, le premier câble transatlantique utilisant un câble coaxial avec du cuivre, c'était 36 circuits téléphoniques simultanés. Donc, une référence par rapport à Cyrus Field et au câble télégraphique. Donc, en 56, 36 circuits téléphoniques à travers l'Atlantique. Et à partir de ce moment-là, dans le domaine de l'optique et de la photonique, plusieurs événements. L'invention du laser, en fin 57, début 58, et un peu plus tard, encore une prédiction, un scientifique qui dit, bon, on peut faire des télécoms optiques, mais voilà ce qu'il faut faire. Et donc, il s'est mouillé, et on verra ce qui est arrivé après. Un autre aspect, parce que j'en parlerai pas, je parle de la CSF, qui est devenue la Thomson CSF. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au centre de recherche de Thomson CSF, à exactement la même époque, à quelques mois près, il y avait les mêmes publications, les mêmes inventions, avec un inverse notamment, publication en français, nombre de financement, et la Thomson CSF n'a pas fait la même chose, elle n'a pas eu le même avenir que ce qui se passait en Angleterre avec STC et après aux États-Unis avec les Bell Labs. Mais prédiction et invention, je dirais, simultanée en France et en Angleterre. Donc revenons au laser. Donc inventé par Charles Townes, qui est mort récemment, fin l'année dernière, et son beau-frère Arthur Shallow. Travail fait au MIT, il a ensuite migré à Berkeley, et en fait c'est assez caractéristique de tous les gens qui ont été des inventeurs à cette époque-là dans ce domaine-là, étaient sur la côte Est, soit au MIT, à Boston, soit au Bell Labs dans New Jersey. Et en fait, ils ont tous pratiquement été sur la côte Ouest, et en fait, vous allez voir, la semence de tout ce qui se passe en Californie aujourd'hui. C'est ces gens-là qui ont créé les sociétés et le dynamisme, je dirais, pour créer des sociétés en Californie. Donc, revenons à Charles Townes. Il a obtenu le prix Nobel aussi pour le laser. Je pense que le laser est sûrement, enfin, j'aime beaucoup les fibres optiques, mais le laser est sûrement l'invention de l'après-guerre qui a eu le plus grand impact sur nos sociétés, étant donné la diversité d'applications et l'impact que ça a eu sur tout notre mode de vie, toute notre économie, etc. Ensuite, je parle du concept des communications optiques. Donc là, un jeune étudiant de Hong Kong émigre en Angleterre, étudie en Angleterre et puis travaille pour une compagnie STC. Et en juillet 66, avec un jeune collaborateur, fait une publication sur la combinaison du laser, d'une fibre optique, d'un détecteur et de transmission d'informations. Alors évidemment, c'est assez théorique, et il pose les bases de tout ce système-là. Et dans sa conclusion, il dit, bon, pour que ça marche, pour que ça ait un avenir, il faudra que les fibres optiques aient une atténuation inférieure à 20 décibels par kilomètre. Alors, juste pour vous donner une idée, 20 décibels par kilomètre, ça veut dire qu'au bout d'un kilomètre, il vous reste 1% de la lumière que vous avez injectée au début du kilomètre. À l'époque, 20 décibels par kilomètre, c'est vraiment le grave. À partir de 66, et il y avait déjà des équipes, les gens travaillent sérieusement là-dessus parce qu'ils entrevoient, d'une part, les progrès que font les lasers, les progrès que font les fibres, et je dirais, un but avec cette combinaison. Donc, la suite de l'histoire, c'est, je ne vais pas aller dans les détails, mais des progrès de plus en plus significatifs dans le monde du laser, parce que vous avez vu la photo du premier laser de Townes, c'est pas très pratique pour faire les télécoms optiques, donc une miniaturisation, l'utilisation des matériaux semi-conducteurs pour réaliser ces lasers, et puis, en parallèle, l'invention, ou disons le moment où on a été capable de faire une fibre optique qui remplissait le critère de Charles Carroll. Et là, c'est l'été 70 chez Corning, aux États-Unis, donc
grande société dans le monde du verre qui a beaucoup œuvré dans le domaine des fibres optiques, mais aujourd'hui, tous les verres des smartphones ont été inventés. Il y a beaucoup de brevets sur ces verres-là par Corning, donc c'est vraiment une grande société du verre. Et donc, trois ingénieurs de Corning inventent en 1970, l'été 70, donc Kite Maurer et Schulz, ils passent en dessous du pourcent. Donc ils font mieux que ça. Et ce qui est assez intéressant, parce que ça c'est une photocopie du cahier de labo, donc ils ont fait 2 fois mieux, ils ont fait 17 dB par kilomètre, ce qui veut dire qu'il y avait 2% de la lumière à la sortie. Bon, 10 dB par kilomètre, mais la mesure a été faite sur 29 mètres de fibre. C'est toujours comme ça au début, on n'arrive pas à en faire beaucoup. Mais c'était un début, ils étaient d'ailleurs très contents parce qu'ils ont grosso modo mis dans la marge super. Donc ils avaient conscience d'où ils en étaient, et vous voyez, ils étaient là. Et regardez à quelle vitesse, et Jacques en parlait, les choses sont améliorées. Parce que, on va voir, quelques années plus tard, ils avaient augmenté la transparence du verre d'un facteur 100. Ce qui veut dire qu'on allait 100 fois plus loin. Donc ce qu'on faisait sur 1 km, on faisait sur 100 km. Donc ça, c'est aussi un événement très marquant pour les télécoms optiques. Et à partir de là, je dirais, c'est une course effrénée, et vraiment des progrès dans tous les domaines, à la fois dans le domaine des composants, des lasers, des fibres optiques, et des télécommunications optiques, des concepts. Donc on commence à faire des premiers câbles sous-marins, par exemple en Écosse, avec le British Post Office dès 80, et les choses s'accélèrent. Et on arrive aussi, et j'en reparlerai, à l'invention de l'amplificateur optique dont a parlé Jacques Lucas. Donc là, dans ces années-là, je dirais à partir de 75 à aujourd'hui, c'est une accélération. Tous les ans, on va de plus en plus vite dans les progrès technologiques. Assez pour les télécommunications optiques, et voyons un petit peu l'histoire de la fille et l'histoire de l'Internet. Alors, à la différence des parents, c'est une histoire qui utilise beaucoup moins l'évolution des matériaux et la physique et la chimie des matériaux, et beaucoup plus, je dirais, les mathématiques et les études de réseau. Donc, le début, c'est des papiers relativement théoriques, 61, 62, 63, qui décrivent en fait les communications qui ne sont plus à base de circuits établis entre l'émetteur et le récepteur, mais à base de paquets. Donc ça, c'est la première révolution dans les esprits. Et la deuxième chose que je trouve très étonnante, en 1962, Lick Leader écrit qu'il rêve d'un réseau galactique, d'un réseau mondial, interconnectant tous les ordinateurs de façon à pouvoir avoir accès à l'information où qu'elle soit, où il soit. Et donc, c'est quand même un problème où on en est. Des réflexions, je dirais, de gens de réseau, de mathématiciens. En 1967, Larry Roberts, qui est à la DARPA, donc l'organisme de recherche financé par l'armée américaine, démarre le premier programme. Et la vision, donc dans l'appel d'offres, le but est d'interconnecter, je dirais, 19 centres informatiques qui sont soit des grandes universités américaines, soit des lieux tels que le Pentagone et autres. Donc, à cette époque-là, de toute façon, encore toujours, la recherche, je dirais, militaire est très interconnectée avec les grandes universités et la recherche publique. Donc, lancement de ce programme en 1967. Dès 1968, le réseau qu'on va appeler ARPANET, du nom de network de l'ARPA, démarre, et il y a la première communication entre deux ordinateurs, un situé à Los Angeles, à l'université du UCLA, et l'autre à Stanford, donc près de San Francisco. Et le premier paquet envoyé, c'est la première fois qu'on arrive à se loguer, à se connecter sur un ordinateur distant à partir d'un node. Donc ça, c'est important. Autre aspect français, 1972, en fait, l'invention de tout ce qu'on connaît, c'est Louis Cousin qui décrit ce qu'il a appelé à cette époque-là le datagramme, c'est-à-dire un paquet d'informations qui est autonome, qui contient toutes les informations pour se diriger dans un réseau. Et ça, bon,
c'est d'une certaine façon ce qui va donner l'ATM, ce qui va donner TCP/IP, ce qui va donner tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment un concept important. 72, même année, au lieu de connecter deux ordinateurs, il y a une démonstration publique du réseau ARPANET, donc qui est toujours un réseau, je dirais, on va dire militaire et scientifique et technique. Et la première application qu'ils ont démontrée, c'est quelque chose, une application qui avait été inventée par Ray Tomlinson, c'était le courrier électronique. En fait, ils ont lancé, ils ont transmis un email à travers le réseau. Donc c'est quand même incroyable de voir que ça a été inventé, ça a été décrit et réalisé dès 1972. L'histoire de l'Internet, c'est essentiellement des aspects de réseau, essentiellement des aspects de protocole de transmission et de gestion des réseaux. L'autre époque, l'autre étape, et vous connaissez au moins l'acronyme, c'est TCP/IP, qui est en fait le protocole de transport des informations sur l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc là, c'est Vinton Cerf et Robert Kahn. Et Robert Kahn, on verra, a eu un rôle aussi prépondérant dans le développement d'Internet. 73, une invention que vous avez chez vous, c'est Ethernet. C'est Bob Metcalfe. Et vous connaissez sûrement ces connecteurs qui sont typiques des réseaux Ethernet. Alors les réseaux Ethernet, au départ, c'était un concept pour faire des réseaux d'entreprise ou des réseaux locaux dans un bâtiment. Mais aujourd'hui, il faut savoir que ce standard est employé depuis chez vous jusqu'au cœur du réseau à travers l'Atlantique. Donc maintenant, quelle que soit la granularité ou la taille du tuyau, c'est le standard dominant. Et à partir de 1974, je dirais, on sort du domaine recherche militaire, etc. Il y a la vente du réseau et la commercialisation de l'Internet, du premier réseau. Et petit à petit, après, on connaît, la dernière étape que je note, c'est l'invention en 90 par Tim Berners-Lee, qui était au CERN et qui a inventé, je dirais, le World Wide Web. Et à partir de là, c'est là où on a commencé à avoir le dial-up tone, c'est là qu'on a vu les navigateurs se développer, Yahoo, etc. Donc là, après, on connaît plus. Slide suivant, et on en a parlé dans la conférence, et je voulais surtout vous présenter parce que je remarquais que je ne présentais que des hommes. Et en 1984, sur le campus de Stanford, deux étudiants, Len Bozak et Sandy Lerner, inventent le moyen de connecter des réseaux locaux de différents bâtiments de l'université. Et ils inventent une machine qui permet d'interconnecter ces réseaux. C'est le routeur, c'est le démarrage de Cisco, qui là aussi une entreprise technologique qui a eu de grands développements et qui maintenant a un impact fort sur tout ce qui est télécommunications et notre vie d'une certaine façon. Alors pour résumer, en fait, l'Internet, donc c'est le réseau des réseaux, ça regroupe aujourd'hui environ 10 000 réseaux, et on obéit, entre guillemets, toujours au principe de Kahn, de Robert Kahn dont je parlais, c'est-à-dire que chaque réseau est autonome, les communications, sur la base de la époque, maintenant les communications ont tellement, les infrastructures sont tellement bonnes que tout arrive, mais il y a le principe de si ça n'arrive pas, on réémet, et j'allais dire, vous ne le voyez pas vraiment. Et surtout, les routeurs, ces machines interconnectent les réseaux entre eux, et comme les paquets sont autonomes, comme l'avait décrit Louis Cousin, ils peuvent aller de A à B en traversant 10 réseaux sans aucun problème. Et l'autre aspect qui est aussi très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contrôle opérationnel du réseau des réseaux global. Il y a en fait toute une organisation d'Internet et une structure qui fait que les gens s'entendent et développer des standards, comment travailler ensemble, comment s'interconnecter, mais c'est vraiment un espèce d'organisme vivant. Bien, bon, là je crois que j'ai à peu près, pas tout dit, mais brossé le panorama et l'histoire de ces trois technologies. Et là on va revenir un petit peu plus sur l'aspect télécommunication optique du point de vue, on va dire, un peu technique. On ne va pas faire trop long, mais premièrement, sur les différents types de fibres. Alors, très grossièrement, vous voyez en haut là,
vous avez un cylindre blanc et un deuxième cylindre gris. Et vous pouvez imaginer que vous avez deux verres, un barreau et un manchon, avec des verres qui sont de composition légèrement différente et donc ont une réfraction, un indice de réfraction légèrement différent. Et de la même façon que vous aviez les fontaines lumineuses, en fait vous avez les rayons qui subissent une réflexion totale et donc se propagent. Donc ça c'est une façon, je dirais, simpliste, mais au niveau de ces premières fibres, qu'on appelait les fibres multimodes, où le cœur était, je dirais, au moins de l'ordre de 50 micromètres de diamètre, c'est une vision une bonne description. Donc ça, c'était les premiers types de fibres, les fibres monomodes. Et puis petit à petit, en perfectionnant les méthodes de fabrication, en perfectionnant les designs des fibres optiques, on est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui la fibre optique monomode. Et la principale différence, c'est que le cœur, donc le cylindre clair, blanc, a un diamètre de plus en plus petit qui se rapproche de la longueur d'onde, de la longueur caractéristique de la lumière qui est dedans. Et un peu comme en physique, vous êtes obligé de passer d'une description d'optique géométrique, de rayon, à une description ondulatoire de la lumière, et on parle d'une fibre qui a un seul mode, comme dans tout les guidons, tout ça. Donc, d'une certaine façon, l'énergie, le mode suit le guide. Donc ça, cette fibre monomode est celle qui est, je dirais, très très développée, parce qu'au début, elle était relativement compliquée à manier, parce que vous avez vu dans l'exposition, il faut épissurer, il faut souder ces fibres, il faut faire beaucoup d'opérations, il faut avoir des connecteurs, des choses comme ça. Et évidemment, au début, c'était plus simple de manier des objets qui faisaient 50 micromètres que 9 micromètres. Donc ça, mais petit à petit, les outils sont perfectionnés. Et aujourd'hui, les fibres monomodes sont les plus importantes et surtout les seules que l'on utilise pour les réseaux longue distance, donc l'Internet global dont je parle. Maintenant, pour les fabriquer, vous avez imaginé cette structure que vous voyez, ce dessin, et il faut réaliser d'abord un gros barreau, mais qui a exactement les mêmes propriétés, les mêmes proportions géométriques et les mêmes compositions que l'objet que vous voulez réaliser. Et donc la première étape, c'est de réaliser ce barreau. Alors j'ai un petit film, on pourra le voir à la fin, sur la réalisation de ce qu'on appelle une préforme, qui est l'image, je dirais, homothétique de la fibre optique. Et une fois que vous avez cette préforme de verre, vous allez la fibrer. En fait, c'est comme le filage du verre, mais un peu industrialisé, très très rapide et très contrôlé, avec des caractéristiques géométriques parfaites et avec des tolérances très, très fines. Mais au départ, c'est entre guillemets relativement simple. Mais pour arriver à faire un objet industriel, c'est fantastique. Aujourd'hui, je connais pas mal de gens, il est très difficile d'avoir les paramètres, même des ordres de grandeur, des vitesses à laquelle ils réussissent à fibrer, des choses comme ça. Je connaissais les chiffres jusqu'aux années 90, mais je sais que, par exemple, aujourd'hui, ils fibrent tellement vite que des problèmes, par exemple, de limite par rapport à la vitesse du son, des choses comme ça, commencent à se poser. Avant, c'était des profils de température, donc des choses importantes pour le monde du verre, et puis petit à petit, on arrive à aller tellement vite que des problèmes, je dirais, liés à la vitesse, donc dépasser la limite du mur du son, poser des problèmes de vibration, des choses comme ça. Donc c'est grosso modo 2 étapes, et on verra un petit film, réaliser une fibre optique massive qui fait à peu près cette longueur-là et ce diamètre-là, et après la fibrer. Et la protéger avec une gaine de plastique, et vous l'avez peut-être vu sur l'exposition. Donc on verra le film à la fin. Une fois que vous avez ces fibres optiques, il va falloir les déployer dans le réseau, que ce soit chez l'abonné, sous les océans. Et donc là, il y a une industrie dont je ne vais pas parler là, mais qui est excessivement importante, c'est les câbles. Parce qu'on ne déploie pas des fibres, on déploie des câbles de fibre optique. Et il faut maintenir, je dirais, toutes les qualités de la transmission optique par le packaging et avoir aussi tous les outils pour que ça soit industriel, que ça puisse se développer, etc. Donc là encore dans l'exposition, il y a des morceaux de câbles qui sont très très intéressants, et on peut voir
un petit peu des évolutions. Malgré tout, il y a des constantes, hein. J'en parlais aussi sur l'exposition. On retrouve des choses qui se faisaient à la limite dans les câbles coaxiaux qui vont réapparaître comme une invention dans les câbles à fibre optique dans quelques temps. Mais c'est des choses qui sont assez importantes. Alors les grandes différences, c'est que quand vous allez avoir des câbles entre deux continents, le nombre de paires de fibres, et là vous pouvez voir, c'est un câble transatlantique, donc qui est là à 6-7 000 mètres de fond, il y a à peu près 12 fibres, 6 paires de fibres. En revanche, évidemment, quand vous allez chez l'abonné, vous avez un très grand nombre de fibres, et c'est plusieurs centaines. Donc ça, c'est une grosse différence, et ça explique les différences de packaging. Maintenant qu'on a un petit peu décrit les fibres optiques, l'aspect télécommunication. Donc l'aspect télécommunication, en fait, il faut commencer par deux choses, parce qu'on parle de communication numérique sur fibre optique. Alors pourquoi la fibre optique et pourquoi le numérique? Alors les avantages de la fibre optique par rapport au câble coaxiaux en pur, c'est d'une part la faible atténuation, donc on a des portées très intéressantes, la très grande bande passante, et ce qui nous permet aujourd'hui de transporter des quantités d'informations dans du temps phénoménal. Le fait que ce milieu, ces transmissions sont immunes à l'environnement, c'est-à-dire que vous pouvez passer l'aspirateur au-dessus de votre fibre optique, ça ne perturbera pas la transmission, ça perturbera peut-être le modem. Mais ça c'est important, et aussi très compact et léger. Donc ça c'est vraiment ce qui a fait, je dirais, le succès. Non seulement c'était en dessous de 20 dB comme j'avais demandé Caro, mais tous ces attributs ont fait le succès de la fibre optique. L'aspect numérique, c'est l'aspect, je dirais, par rapport à l'analogique, c'est l'aspect robustesse par rapport au bruit, aux distorsions, qui est vraiment l'attribut numérique pour ces télécoms. Et on parlera un petit peu plus tard du multiplexage temporel, c'est-à-dire comment augmenter le débit, comment concentrer un petit peu des flux d'informations. Et on parlera du multiplexage temporel et aussi du multiplexage en longueur. Donc je vais revenir là-dessus. Et commençons un petit peu par les télécommunications, les principes. En fait, c'est des données au départ, des données qu'on peut voir à l'arrivée, émettre, créer le signal, le transmettre et le recevoir. Et il y a des étapes supplémentaires qui sont passées du flux de bits qui est dans un domaine électronique, le coder, le moduler pour pouvoir moduler la lumière et à ce moment-là, par le laser, l'émettre. Donc ça, transmission par fibre optique et l'inverse à l'arrivée. Évidemment, on a une certaine portée maximale entre un émetteur laser et un récepteur. Donc on parle au début, on avait un objectif de 1 km. On va voir qu'au cours des années, cette distance est de plus en plus grande, mais malgré tout, il y a une limite. Et la première chose, c'est si on veut aller de Paris à Rennes, et qu'on a un pas de 10 à 100 km, même 50 km, on va être obligé de répéter le motif, émission, transmission, réception, un certain nombre de fois. Et donc, c'est ce qui se passe sur la deuxième ligne. Et les sites intermédiaires, c'est ce qu'on appelle des régénérateurs qui sont, entre guillemets, autres que réception, remodulation et émission. Et le troisième schéma, c'est la révolution de 1986, on va dire, où, de la même façon, il y a eu des lasers réalisés avec des terres rares dans les matériaux vitreux et dans les cristaux, et qu'il y avait eu des recherches phénoménales dans ce domaine-là. En 1964, Elias Snitzer avait réussi à faire un laser sur un barreau d'opéonéodyme pompé extérieurement par la lumière. Donc il avait réussi à faire un laser avec, je dirais, un verre d'opéonéodyme. Et en 1986, en Angleterre, David Payne a réussi à reproduire ce qu'il avait fait en 1964, mais de façon beaucoup plus pratique, puisqu'en fait, les fibres optiques que j'ai décrites, il a introduit le matériau qui permettait d'avoir l'effet laser, et de façon reproductible, très intéressante, etc., avec de très bonne qualité,
Et là, on a réussi à réaliser un amplificateur optique qui évite d'avoir des boîtes, de la régénération électronique qui est un peu plus complexe, un peu plus coûteuse, etc. Et d'avoir des amplificateurs optiques tous les 80 km par exemple. Et l'autre aspect, et il y a une deuxième révolution que je vais décrire un peu plus tard, c'est que cet amplificateur optique va permettre la révolution suivante que je décrirai. Alors, les slides suivants, les diapositives suivantes, ne regardez pas le texte. Regardez juste la ligne du bas, où en fait, je vais vous montrer l'évolution sur toutes les technologies dont j'ai parlé. Le type de fibre, donc au tout début, c'est des fibres multimodes que j'ai décrites, avec de la lumière émise par un laser à 850 nanomètres, capable de transmettre 45 millions de bits par seconde sur une distance de 10 km. Et après, je vais passer des slides, toujours fait de la même façon, et on va voir les années. Et vous allez voir un peu la vitesse à laquelle les choses se sont passées. Donc là, grosso modo, ça, c'était 1980. C'était ce qu'on savait faire en 1980. La deuxième étape, ça a été de changer les types de fibres. Beaucoup de programmes des fibres, on arrive de changer de fenêtre, ce qu'on appelle de fenêtre des télécoms, donc arriver à 1,3 micron ou 1300 nanomètres, où les caractéristiques des lasers et des fibres elles-mêmes sont meilleures pour des transmissions à plus haut débit sur de plus grande distance. Et vous voyez, là on est passé de 45 mégabits, donc 45 millions de bits, à 1,7 milliard de bits par seconde. Et non plus sur 10 km, mais sur 50 km. Donc, et ça s'est passé entre, grosso modo, je parle toujours en systèmes commerciaux, de 1980 à 1988. Donc, gros efforts au début des années 80. Mais ça s'est en fait accéléré, parce que là, on va garder les fils monomodes pour toujours, on change encore une fois le domaine de longueur d'onde et on optimise, parce que les fils s'optimisent, on arrive à trouver des plus faibles atténuations, des meilleures caractéristiques. Donc là, on est à 1550 nanomètres, et là, ça ne bougera plus, on va rester dans cette fenêtre, mais on voit que les débits qu'on arrive à atteindre augmentent encore, et on arrive maintenant à 10 milliards de bits par seconde, et sur des distances à peu près pareilles, mais 100 km. On passe de 50 à 100 km. Donc à chaque fois, chaque caractéristique augmente, et cette fois-ci, on était 80, 88, là c'est 92 du point de vue commercial. Donc les choses s'accélèrent. L'étape numéro 4, en fait, c'est l'amplification optique dont on a parlé. Et l'amplification optique a permis une autre chose, c'est que comme tout était optique, on a utilisé ce qu'on appelle le multiplexage à longueur d'onde, qui est grossièrement plusieurs canaux optiques, plusieurs longueurs d'onde, ayant des couleurs différentes. Et les canaux, les couleurs ont le bon goût de ne pas trop interagir, de ne pas se mélanger, et surtout de ne pas trop interagir, ce qui fait que les transmissions sont entre guillemets parallèles, et on arrive à transmettre un grand nombre de longueurs d'onde. Donc par exemple, toujours monomode, toujours 1550 monomode, maintenant on transmet 80 canaux optiques à 10 gigabits. Donc là c'est vraiment une grosse révolution. Et à cause de l'amplification optique, même si les distances entre les amplificateurs sont maintenant d'environ 80 km, on arrive à faire en toute optique des distances de l'ordre de 800 km. Et donc ça, c'est grosso modo 1992. Donc ça s'accélère vraiment très vite. Ça a été, début des années 90, toutes les semaines quasiment, il y avait des nouveaux résultats. Et aujourd'hui, donc, de façon très courante, proposée par de multiples fournisseurs d'équipements, etc., ça c'est très stable depuis un moment. À cause de l'éversion des débits, chaque canal optique, vous avez vu, portait 45 mégabits, puis 2 gigabits, puis 10 gigabits. Maintenant, chaque canal porte au moins 100 gigabits, voire 200 gigabits par seconde. Donc, chaque couleur porte ça. Et on arrive à multiplexer assez facilement une centaine de canaux, mais jusqu'à 240 canaux.
Donc, on arrive à des chiffres astronomiques. Donc, de façon très courante, 10 terabits, donc 10 000 milliards de bits par seconde. Donc là c'est comme les microprocesseurs, hein, les puissances de bits arrivent. Et aussi, toujours avec le même espace en amplificateur optique, on fait plus de 800 km et on fait de façon classique 2500 km. Et même mieux. Ça veut dire que le principal impact de cette technologie, c'est que le prix des réseaux, indépendamment des aspects commerciaux, a considérablement chuté. Vous pouvez traverser l'Europe, vous pouvez traverser les États-Unis avec beaucoup moins d'équipement qu'il y a 10-15 ans. Donc, ça c'est quelque chose qui fait que le cœur du réseau est d'une certaine façon très abordable. Le coût des réseaux, c'est je dirais, toutes les tranchées, toute l'infrastructure près des abonnés. Mais le cœur du réseau a des performances de plus en plus grandes et a des coûts de plus en plus intéressants. Alors je vais revenir 2 secondes sur 2 choses dont j'ai parlé. C'est comment, entre guillemets, élever le débit. Les machines électroniques qui peuvent avoir on va dire, des affluents avec des bits qui ont une certaine durée, on va dire 400, et à la sortie, on veut avoir 4 fois plus de bits. D'accord? Donc en fait, tout bêtement, cette machine électronique va entrelacer les flux numériques et va réduire les impulsions électroniques d'une certaine façon d'un facteur 4. Donc c'est la façon dont on passe par exemple de 2,5 gigabits ou 2,5 milliards de bits par seconde à 10 gigabits. Et ça, c'était à peu près les technologies, les équipements déployés avant le multiplexage en longueur d'onde, vers les années 90 à peu près. Maintenant, j'ai parlé du multiplexage en longueur d'onde, donc c'est même idée, en fait, vous avez des affluents, mais vous allez les colorer, vous allez leur donner des lasers, des émetteurs qui n'ont pas exactement la même fréquence, la même longueur d'onde, et vous allez avoir un multiplexage optique pour combiner ces faisceaux dans la même fibre optique. Et les couleurs ont la bonne idée de ne pas déteindre les unes sur les autres. Et pour vous donner une illustration de comment c'est fait, tout bêtement, le prisme, vous pouvez avoir à l'émission 4 couleurs, le bleu, le jaune, le vert et le bleu, qui viennent géométriquement, je dirais, légèrement différents, qui arrivent sur le prisme et qui sont combinés dans le faisceau qui apparaît blanc, mais qui porte ces 4 couleurs. Et donc, même coïncidence géométrique est donc plus facile d'injecter dans une fibre. Bon, c'est grossièrement comme ça que l'on a fait au début, et en réception, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est exactement le même principe dans l'autre sens. Donc ça, c'est très, très important vers les années 89, parce que à cette époque-là, les progrès de l'électronique et le coût de l'électronique, c'était très difficile à obtenir. Là, brutalement, on a un changement de technologie avec l'utilisation de l'optique, beaucoup moins de développement de composants qui prenaient du temps et qui coûtaient très cher. Et donc, c'est ce qui a fait le succès du multiplexage en longueur d'onde, ce qui fait qu'on a pu passer de 10 gigabits à, grosso modo, 100 fois plus, avec un seul développement et pas de composants électroniques. Donc ça, c'était vraiment le début des années 90, le grand succès. Donc voilà pour des explications un petit peu techniques sur l'optique, enfin les fibres optiques et les télécoms optiques. Voyons un peu l'état de l'art, les réseaux optiques, donc de l'Internet global, donc pas de ce qui se passe, je dirais, dans les communes, les régions, mais plutôt au niveau interrégional, au niveau national et au niveau international. Alors il y a deux grandes catégories, les réseaux sous-marins et les réseaux terrestres, puisque grosso modo, il faut pouvoir connecter un serveur de Californie à une voiture. C'est exactement le but. Donc parlons, il va falloir passer l'Atlantique, donc parlons des réseaux sous-marins. Et là, vous avez une vue un peu artistique, mais des réseaux sous-marins d'aujourd'hui. Et donc vous voyez tous les câbles qui traversent l'Atlantique, au niveau des Caraïbes, qui font le tour de l'Amérique du Sud, en Asie, qui
font les liens entre je dirais, les grands pays, les continents, etc. Même depuis, je dirais, on verra ça dans l'Internet un peu plus tard, il y a eu des grands efforts, les idées d'amener les câbles sous-marins autour de l'Afrique datent de 90, de 1990, et maintenant sont une réalité. Orange a déployé le projet ACE autour de l'Afrique, enfin au moins jusqu'à l'Afrique du Sud, et au jour d'aujourd'hui, vous avez une ceinture de l'Internet qui arrive sur toutes les plages, je dirais, d'Afrique, et le grand défi d'aujourd'hui, c'est d'amener cette bande passante qui est sur les côtes à l'intérieur du continent. Mais c'est, je dirais, c'est quelque chose qui va arriver très très prochainement. Maintenant, comment cette carte a évolué? Alors, d'une façon très simpliste, voilà la représentation intercontinentale de l'Internet en 1999. En 1999, le trait le plus épais entre l'Amérique du Nord et l'Europe, bon, vous ne pouvez pas lire, mais c'est 13 gigabits par seconde. 13 gigabits par seconde. En 2012, c'est 1000 fois plus. Et donc, on a la capacité sur l'artère la plus importante au niveau sous-marin, a été multipliée par 1000 entre 1999 et 2012, et n'arrête pas d'augmenter à une vitesse phénoménale. Non pas qu'on déploie des câbles, mais aussi les capacités qu'on peut faire passer dans les mêmes câbles, du fait de l'amélioration des technologies aux extrémités, n'arrêtent de monter. Et là, vous voyez aussi, petit à petit, que ce réseau intercontinental est un peu plus équilibré qu'il n'était, parce que grosso modo, vous aviez entre, par exemple, l'Afrique et l'Amérique du Nord, vous aviez 170 mégabits en 1997, vous n'aviez rien. Donc là, vous voyez déjà que bon, le démarrage, c'était la couronne, l'espèce de ceinture Asie, Europe, États-Unis. Dans les dernières années, le lien avec l'Amérique latine a été établi de façon importante, et vraiment, on voit déjà que le lien Afrique-Europe monte, mais les câbles dont je vous parlais ont été en fait déployés après 2012, et donc on peut dire que le réseau sous-marin qui au début était vraiment une espèce de ceinture dans l'hémisphère nord est de plus en plus maillé. Et en fait, tous les projets, bon, il y a forcément des projets dans l'Atlantique parce qu'il y a de plus en plus de besoins, mais les nouveaux câbles, beaucoup de ces nouveaux câbles sont soit par exemple dans le Pacifique pour connecter des îles en Polynésie, ou pour résoudre un peu la fracture numérique, pour remettre des populations connectées au reste du monde, et aussi des projets régionaux. Il y a de plus en plus de projets régionaux en Europe de l'Ouest, en Asie, etc. Donc, un petit peu comme l'Internet, qui a été un réseau qui a poussé, qui s'est structuré, etc., il y a une forte croissance dans ces interconnexions. Et bon, là, il y a eu une grosse crise économique au Brésil, mais il y avait de gros projets, par exemple, entre le Brésil, l'Amérique du Sud et l'Afrique, directement, sans passer, je dirais, par l'hémisphère nord. Donc, c'est quelque chose qui va être de plus en plus maillé et avec des fortes capacités. Donc ça, c'était pour l'aspect sous-marin. Au niveau terrestre, donc là, on va regarder l'Europe de l'Ouest. Vous avez par exemple le réseau d'Interroute, qui est un opérateur d'opérateurs, qui se contente, entre guillemets, de transporter des flux importants avec des clients d'opérateurs nationaux, par exemple. Et vous voyez un petit peu la carte et le type de maillage et le type de villes qui sont desservis. Et à noter, évidemment, ces grands réseaux sont interconnectés aux câbles qui traversent l'Atlantique, aux câbles qui partent en Méditerranée, etc. Donc ça, c'est l'interconnexion des réseaux, dont je parlais quand on écrivait Internet. Et là-dessus, c'est des grosses infrastructures, et donc qui peuvent être soit une structure pan-européenne, par exemple, d'opérateurs nationaux, des grands opérateurs, soit d'opérateurs comme Internet. Donc ça, c'est... et là, bon, j'ai pris un exemple d'Europe de l'Ouest, mais vous avez ça en Asie, vous avez ça en Amérique du Nord, vous commencez à l'avoir en Amérique centrale. Enfin, c'est quelque chose qui... un maillage de très gros tuyaux qui se développe très très vite.
Alors on en arrive à tout cela pour quoi faire. Alors bon là je dirais on peut tous en parler, on le vit tous. Donc j'ai pris quelques angles pour regarder cela. Première chose, ça c'est une étude très récente, d'il y a un mois ou deux, qui est qu'est-ce qui arrive sur Internet en termes d'opérations, je dirais de services ou de compagnies qu'on connaît tous. Et les chiffres sont quand même, à mon avis, assez incroyables. 200 millions d'emails par minute sur Internet. Chaque minute, 72 heures de vidéos sont créées sur YouTube. Je ne parle même pas de ce qui se regarde, mais de création de contenu. Et vous voyez que c'est continuel. La chose qui, moi, me frappe le plus, c'est, bon, il y a tout ce qui est aspect social. Au niveau du commerce, regardez le chiffre d'affaires d'Amazon par minute. 80 000 $ à la minute de commerce électronique. Donc, et d'une certaine façon, bon là j'ai été obligé d'enlever des dépenses par an. Si vous prenez les grandes compagnies chinoises, les équivalents de Google et d'Amazon, ces chiffres vont devenir absolument énormes. Autre aspect sur cette croissance de l'Internet et de ce qui se fait, c'est de dire qu'on a passé, il y a 3 milliards d'utilisateurs déjà d'Internet sur la planète. Et donc, aussi, un autre aspect très important, une évolution très forte vers les mobiles, essentiellement vers des utilisateurs mobiles. Et d'une certaine façon, en 2000, quand on a le croisement entre la voix et les données, maintenant on est vraiment dans le règne des données par rapport à la voix, mais là maintenant on est vraiment dans le domaine de la mobilité. Petit à petit, comme je l'ai dit sur la carte d'Internet, encore des déséquilibres de pénétration de l'Internet au niveau mondial, bien évidemment, mais quelque chose qui a tendance à se réduire. Et on verra un graphe qui va le montrer aussi. Nécessité de grosses capacités interrégionales, parce que de la même façon que l'histoire du chronomètre sur une minute, on a commencé avec des courriels, et puis maintenant c'est des vidéos de la belle-fille à la grand-mère pour montrer les petits-enfants, et la quantité de données passe de 0,02 à 4,17. Donc les quantités de données qu'on génère instantanément deviennent vraiment très importantes. Donc ça, c'est automatiquement des fortes motivations par rapport aux capacités des réseaux que j'écrivais. Alors le slide suivant, c'est intitulé « Votre canapé au data center ». En fait, c'est de replacer votre utilisation de l'Internet par rapport à ce que j'ai décrit. Et en fait, bon, alors vous êtes sur votre canapé, vous avez soit un laptop, une tablette, votre iPhone ou votre smartphone. Après, vous avez le réseau Wi-Fi ou un réseau fixe, un routeur et un modem que vous avez chez vous, qui vous donne l'accès à votre fournisseur d'accès Internet, d'accord? Et petit à petit, au niveau national, vous allez arriver ou régional à ce qu'on appelle en anglais des point of presence, donc des gros centres chez la télécom. Et vous allez un petit peu plus loin, vous allez vous retrouver au niveau par exemple français dans des centres qu'on appelle les points, les Internet Exchange Points, donc les points d'interconnexion du fameux réseau des réseaux. Où justement, même si vous avez comme fournisseur d'accès Orange ou Free, vous allez pouvoir vous interconnecter sur un câble transatlantique qui va pouvoir donner accès à travers différents autres réseaux aux serveurs en Californie. Et donc, d'une certaine façon, ce que l'on connaît tous, parce que c'est ce qui nous touche directement, c'est grosso modo au moins jusqu'au fournisseur d'accès et éventuellement au plus grand centre de ces opérateurs. Et tout ce que je vous ai décrit, c'est grosso modo, en partant sur cette partie droite, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans cette interconnexion, là où tous les opérateurs, tous les acteurs des télécoms, des données, etc., s'interconnectent entre eux, vous êtes dans le cœur du réseau Internet, dans cette grosse infrastructure qui, maintenant, de plus en plus, vous donne accès
au data center, vous donne accès à des services dans le cloud, etc. Donc c'est vraiment ça, un petit peu toutes les technologies que j'ai décrites jusqu'à présent. Et on peut voir, et c'est pour ça que j'ai parlé d'électronique numérique et de télécom optique, parce que aujourd'hui, ce cœur-là, c'est quoi? C'est un maillage de plus en plus important de fils de verre qui supportent des débits incroyables, interconnectant des machines électroniques de plus en plus puissantes. Donc c'est vraiment cette évolution. Si vous regardez les chiffres d'un gros data center de Google, du point de vue électronique, c'est astronomique. C'est aussi, je crois que à l'heure actuelle, les plus grands data centers font 100 000 m² au sol, et il y en a un en construction de 600 000 m² en Chine. D'ailleurs, ça appelle à une révolution, je dirais, pour les étudiants, les physiciens, etc., au niveau de la consommation d'énergie. Parce que la mise à l'échelle, on peut penser que, oui, on peut toujours faire des bâtiments plus grands, mais la révolution, à mon avis, c'est comment inventer de l'électronique qui consomme 10 fois moins. Donc, encore, la pénétration des smartphones, vous voyez, en 2014, 5,2 milliards de smartphones et de téléphones classiques, et vous voyez les pourcentages de pénétration au niveau mondial, et la répartition des 3 milliards, en disant, d'utilisateurs sur la planète. Donc ça, c'est... Et qui commence un petit peu à, on va dire, à se rééquilibrer. Donc, petit problème informatique. L'ordinateur est fatigué. Donc je continue, je peux parler en même temps que ça. Des data centers dans le monde, il y en a aujourd'hui à peu près 600 000. Donc, Quelle est la différence entre, pardon monsieur, quelle est la différence entre modem et routeur? Alors, le modem, si vous voulez, le routeur, c'est beaucoup plus proche de tout ce dont j'ai parlé au niveau Internet, du point de vue protocole, comment vos données peuvent se guider un petit peu dans ce routeur-là. Le modem, c'est plutôt la conversion et l'aspect physique de transformer vos aspects électriques dans le standard et dans la transmission. C'est beaucoup plus physique, si vous voulez, le modem. C'est d'accord? Modulateur du modulateur. La box sur Orange, c'est un routeur. Alors, en fait, maintenant, là, j'ai représenté les deux boîtes. Suivant les offres, vous avez tout dans la même boîte. Là, j'essaie de faire un peu de la zoologie. Les gens ont tendance à faire des mixtes de bestioles. Alors, attendez, il va falloir que je fasse quelque chose d'assez violent. Alors, je vais continuer un petit peu donc, sur ces data centers. C'est vraiment, j'espère avoir illustré avec les derniers slides pourquoi l'électronique et l'optique et les télécoms optiques ont créé Internet et soutiennent un petit peu tout ce qui est applicatif. Parce que souvent, quand je rencontre des gens et ils me disent qu'est-ce que vous faites, je travaille dans la fibre optique, les télécoms, ah ouais, mais l'avenir c'est le mobile. Ouais, mais en fait, c'est les deux. Les deux, parce que évidemment que tout le monde veut avoir accès à tout en marchant, mais les gens ne réalisent pas toujours que c'est l'ensemble qui fait. C'est la complémentarité des réseaux. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire percevoir. On y est presque, on voit. Hop. Hop, c'est bon. Et puis, le slide suivant, c'était sur le rebalancement. Regardez les courbes de pénétration d'Internet dans différents pays. Aux États-Unis, après la Chine, et regardez la courbe de l'Inde. Donc, en fait, et je pense que la suivante, ça va être l'Afrique, parce que maintenant, ça commence à décoller. En fait, si vous regardez, les meilleures applications de e-commerce viennent d'Afrique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, le rééquilibrage et la suppression d'une certaine façon de la fracture numérique au niveau mondial. Et évidemment, après, à d'autres échelles.
Donc maintenant, un peu de conclusion, et comme Jacques est là, je vais faire un peu de chimie. Et en fait, bon, parce que j'ai fait beaucoup de physique, etc., mais en fait, le silicium est roi dans cette histoire-là. Hein, et si on regarde le tableau périodique des éléments, tout ce que j'ai décrit ce soir était pratiquement dans ce carré, à part une terre rare, l'herbium, mais tout le reste, c'était vraiment, si vous voulez, les fibres optiques, c'est essentiellement silicium germanium, enfin des oxydes, mais silicium germanium. Vous pouvez regarder tout ce qui est laser, c'était de l'arsénium de gallium, après c'était du phosphore d'indium. Toute cette révolution du point de vue chimique s'est passée là. Donc ça, c'était quelque chose aussi. Vous avez noté pour Jacques. Autre chose, je vous ai parlé de la migration de la côte est sur la côte ouest. Et en fait, comme le silicium est roi, c'est ce qui a créé la Silicon Valley. Et en fait, l'université de Stanford est responsable de ça. Donc Stanford a créé son université privée en 1891. Un peu plus tard, il y avait un prof, Terman, qui encourageait ses étudiants à rester là et à créer des sociétés. Et en fait, donc il a développé de 25 à 41 des programmes sur tout ce qui est des tubes, un tube à vide, et puis développé l'électronique, etc. Et il avait deux élèves, William Gullett et Dave Packard, qui ont eux effectivement développé dans un garage, d'où l'histoire, et qui ont démarré HP. Et en fait, c'est la première société, je dirais, de la Silicon Valley, et avec un premier client qui était Walt Disney, en 1939. Et une société, la première start-up, qui est arrivée à dépasser 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, et du point de vue historique, en fait, regardez, c'est que tube à vide, et équipement de test, parce que Hewlett Packard était vraiment très fort là-dessus, les aspects micro-ondes, et ce dont j'ai parlé ce soir, Silicon Valley, le cœur de tout ce qui était fait sur les circuits intégrés, ordinateur personnel et Internet. Et c'est assez drôle en cherchant de voir que ces gens-là, les inventeurs dont j'ai parlé, le laser, etc., sont les gens qui sont venus après en Californie et qui ont trouvé d'une certaine façon un certain environnement créé par certaines universités pour créer la Silicon Valley. Et ce qui est drôle, c'est que bon, j'y vais assez fréquemment, c'est exactement le même esprit. Ils ont rien changé. Ils ont un modèle qui marche d'après eux et ils ne veulent pas le changer. Pourquoi vous n'êtes pas allé alors? Parce qu'en fait, les télécoms, la Silicon Valley, c'est pas très... Mais par exemple, je peux raconter une histoire. Si vous voulez travailler avec les gens qui drivent Internet, comme on va dire Google, Apple, Amazon, etc., et si vous êtes au Texas, ils vous demandent de venir en Californie. Et si vous avez... et vous savez que tout ce qui est les investisseurs américains qui surveillent ce qui se passe en Europe, etc., ils veulent, entre guillemets, ils conçoivent que ça reste sur place, mais je conseille vivement, et je l'ai conseillé récemment, restez là où vous êtes, ouvrez un bureau avec un GLUS dans la Silicon Valley, sinon ils ne vous connaissent pas, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui arrivent, ils marchent pour trouver des choses. Donc ils ne prennent pas les avions, donc il faut au moins avoir un panneau pour attirer leur attention. Et aujourd'hui, dans ce que je vous ai décrit par exemple, les câbles sous-marins, pendant les 20 dernières années, je dirais, les gens qui créaient cette industrie, c'était France Télécom à l'époque, British Telecom, AT&T. Et aujourd'hui, dans le sous-marin, c'est Google, etc., qui, en fait, sont les gens qui financent les projets. Complètement. Et donc, je peux vous dire, ils disent, bon, vous avez fait comme ça coûtait trop cher, maintenant il va falloir faire des câbles sous-marins low cost. Et malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais la puissance de leurs investissements fait qu'ils vont mieux avoir une petite étiquette pas trop loin d'eux. Autre chose liée à ce compte, c'est en fait un beau compte technologique, mais ça a quand même généré pas mal de prix Nobel. Et ça a aussi généré une seule chose qui est arrivée, c'est John Bardeen qui a eu 2 fois le prix Nobel de physique. Il l'a eu pour l'invention du transistor et qui a été dans les 3 sur la supraconductivité. Donc c'est vraiment un mariage de beaucoup de physique et
sciences des matériaux, et aussi d'ingénieurs, parce qu'il y a eu beaucoup de développement de techno derrière ça. Donc, je voulais quand même le signaler. Et donc, une belle histoire de certificat d'ingénieur, et après, tout va recommencer, parce que je pense qu'on peut en discuter, mais ça ne va pas s'arrêter là. Je sais que souvent, quand je suis avec soit des gens de la société, soit des clients, les gens me disent, oui, alors, et après, et j'ai entendu des choses du style, ça n'arrivera pas tant que je serai à la retraite. Et la seule chose que je dis, en 35 ans, j'ai appris à dire une chose, c'est que tout va arriver. Et la seule qualité d'un ingénieur ou de quelqu'un dans ce domaine-là, c'est de dire quand. La précision de la prédiction, le fait que ça va arriver, ça ne se pose même pas. Mais c'est de savoir si ça va arriver dans 1 an, dans 3 ans, ou dans 10 ans. Et de jauger de la difficulté des objectifs, mais autrement, tout va arriver. La dernière photo, que je trouve très belle, c'est le chargement d'un disque dur de 5 mégaoctets IBM en 1956. Alors, je ne sais pas si vous avez ma clé USB, mais elle fait 64 gigas. Donc, et regardez, en 56, c'était un attroupement dans la rue à New York, parce que c'était extraordinaire, quoi. Un disque dur de 5 gigas, ils avaient la taille de 5 mégas, ils n'avaient jamais vu ça. Et donc, sur le futur, je pense que, là j'ai pris deux, trois idées qui, moi, me semblent, du point de vue évolution importante. C'est les objets interconnectés qui vont être un changement phénoménal et qui arrive. Tout ce qui est service et les aspects cloud, le fait que maintenant, en fait, vous faites de l'informatique, vous êtes sur un ordinateur, mais vous n'avez plus de logiciel, vous achetez plus de logiciel et vous le branchez, etc. Les logiciels sont distribués, sont un peu dans le cloud, les données sont partout, etc. Donc c'est une grosse révolution à la fois sur les télécoms et les données. Et en fait, ça c'est à titre personnel, c'est les drones au niveau de l'économie vont sûrement aussi être intéressants. Je voulais juste le signaler à titre personnel. Donc voilà. En finale, je voulais faire quelques remerciements, je commence à avoir là. Et comme je suis en Bretagne, je voulais faire d'abord remercier mes professeurs et mon institutrice qui m'a appris à lire et mon dernier professeur de mathématiques en maths spéciale à Châteaubriand. Parce qu'en fait, c'était les deux plus importants. Aussi un mentor qui était breton, Jean-Jacques Flagnon, qui était directeur du CNED Flagnon, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et à cause de qui je suis aux États-Unis, parce qu'il avait passé beaucoup de temps au Bell Labs. Et aussi aux insatiables curieux qui m'ont accompagné toute ma vie. Mon père d'abord, qui a fait que je suis un ingénieur. Claude Fouché, qui est en fait mon beau-père qui est décédé en fin d'année dernière, et qui m'a présenté à Jean Moristel, et qui est l'origine de cette présentation. Et enfin, Joseph Portoise, qui m'a aidé dans la présentation en me motivant et en me posant 100 000 questions tous les jours. Donc, et depuis pas mal de temps. Donc voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez